Loué soit Jésus-Christ. Ici Yannick pour Radio Regina. Et donc nous sommes de retour donc avec Théodon. Salut à tous et salut à toi Yannick. C'est la 4e émission donc sur l'histoire de la Belgique. Du point de vue catholique. Du point de vue catholique, c'est important. Voilà, donc je pense que non seulement là vous avez un petit cours sur l'histoire de la Belgique, mais en plus du bon point de vue, évidemment. Alors, ça avance tout doucement. Là, on en était la semaine dernière, c'était le 1830, donc la Révolution belge, enfin, on y était. Donc là, l'État, il est enfin fondé, donc c'est à partir de là c'est le point de départ. On va voir jusqu'où on va aller, donc on prévoit, après discussion, désolé pour le bruit, après discussion, donc, on s'est entendu qu'on allait essayer d'atteindre la Première Guerre mondiale, donc ça va être l'objectif, on va voir. Et là, on a juste frôlé un peu la 3e, Troisième Guerre mondiale. Ce sera le cas. Et oui, donc, voilà. ce qu'on vient de dire. On a frôlé quelque chose, je pense évidemment, de très très près. Quand je dis on, après je me sens pas plus que ça concerné évidemment, puisque moi ce qui me concerne, ce qui m'intéresse évidemment, c'est les catholiques aux États-Unis et les catholiques en Iran, c'est tout. Voilà, après c'est pas. Il y a quelques années, j'aurais été à fond pour l'Iran et tout ça. Maintenant, voilà, moi je suis avant tout pour mes frères catholiques et dans ce conflit, voilà, tout ce que j'espère, c'est que quoi qu'il arrive, voilà, moi j'espère que ça va aller pour eux dans ces histoires. Maintenant, si j'étais l'Iran, après tout ça, si j'étais eux, et je pense que les Américains doivent le sentir, après tout ça, bref, là direct, la bombe atomique, si je l'ai pas encore construite, il serait grand temps, on va dire. Mais bon, voilà, ça peut protéger mon territoire. Mais Oui, bon. parce que là, les menaces elles deviennent de plus en plus claires, de plus en plus affirmées et répétées, quoi. Là, D'ailleurs, ça fait des années qu'on parle de la guerre contre l'Iran, mais là, pour la première fois, on est passé du stade des menaces à celui des actions violentes de part et d'autre, quoi. ouais, et par ailleurs, ils viennent de rejeter l'accord nucléaire aussi. Donc, c'est sûr qu'en coulisses, c'est ce qu'ils se disent. Maintenant, on n'a plus le choix. Il faut la faire à la Corée du Nord pour pouvoir faire face aux géants US. On voit Le grand Satan. Au grand Satan, comme ils disent. Voilà, rappelons qu'ils sont évidemment, comment dire, c'est une société islamique chiite. Bon, voilà. Donc voilà, donc dans le conflit qui risquerait d'arriver entre les deux, on est forcé d'admettre qu'aucun des deux ne pourrait revendiquer le statut de mener une guerre juste. Donc du point de vue catholique, ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il y ait évidemment le moins de victimes, parce que bon voilà quoi, c'est des âmes, elles doivent être sauvées comme toutes les autres. Mais en attendant, on n'a pas à se déclarer ni pro-américain ni pro-iranien. Les deux camps ont leur tort, ne sont pas des sociétés chrétiennes et de fait, la façon dont ils mènent les opérations, on voit bien d'un côté comme de l'autre, il y a du mensonge, de la manipulation, des fake news comme on dit. Donc voilà quoi. On ne peut pas se rendre solidaire, même si on peut prier pour tous les belligérants. On peut prier pour qu'ils trouvent le salut, qu'ils se purifient, etc. Mais on ne peut pas prendre parti véritablement, quoi. Voilà. Je ne le souhaite évidemment pas du tout. Alors on pourrait se dire, ouais, ça va affaiblir les non-catholiques. On pourrait se dire ça, et encore, je suis pas sûr. Mais d'un autre côté, le problème, c'est pas tant que les ennemis de la chrétienté doivent être affaiblis. Parce que même s'ils sont affaiblis à l'heure actuelle, la situation ne va pas beaucoup changer. Le problème, c'est que les catholiques sont faibles. Voilà. On doit d'abord penser à notre renforcement plutôt que d'espérer que nos ennemis s'affaiblissent, quoi. Exactement, parce que voilà, j'oublie chaque fois la phrase exacte. Mais Saint Pilice disait voilà, les méchants puisent leur force dans la faiblesse ou la lâcheté des bons. C'est comme ça. Et même si les méchants s'affaiblissent, nous on reste faibles. Non. Donc voilà, avant tout, on doit se renforcer en premier. Donc on peut imaginer même les francs-maçons, tout ce qu'on veut comme ennemi s'affaiblit. Je suis désolé, ça va pas changer grand-chose à l'heure actuelle. C'est triste à dire. Le constat est vraiment triste et amer, mais c'est comme ça. Faut pas se voiler la face, parce qu'on est tout en train de dire oui, c'est les uns, c'est les autres, blablabla. Il faut d'abord, comme dit notre Seigneur, il faut d'abord regarder la poutre qui est dans notre œil avant la paille qui est dans l'œil des voisins. Nous purifier, nous mettre en conformité avec la loi divine et évangéliser notre entourage avant de songer à quel est l'état de notre adversaire, quoi. C'est ça. C'est comme ça que
Ouais, Les catholiques, au début, ils n'espéraient pas l'affaiblissement des empereurs païens dégénérés qui nous persécutaient. Ils pensaient d'abord à se renforcer eux. Ouais. Et pour finir, ça a fini par percer, hein, grâce à Et Dieu. voilà. Grâce à Dieu. Très bien. Allez, on y va alors. Donc 1830, hein, donc fondation de l'État belge. Tout à fait, oui, même si ça sera assez compliqué, on peut dire ça va traîner pendant 1 an et même un peu plus, puisque il s'agissait de mettre d'accord des gens qui n'étaient pas habitués, en fait, qui devaient fonder un nouvel État, en fait, et forcément ça prend du temps, hein, parce que c'est pas simplement une révolution, c'était la création de toute une administration nouvelle. Mhm. Donc, mais auparavant, j'aimerais quand même revenir très rapidement sur les combattants en fait qui ont mené justement cette révolution belge. Déjà, il faut savoir que l'immense majorité des combattants étaient bruxellois. Entre 73 et 88% de personnes domiciliées à Bruxelles parmi les morts et les blessés. Ah Et, ben, et eh 91 ben. et 95% de Brabançons. Bravo les Bruxellois, les Brabançons. Bah, Enfin, les Bruxellois, c'est des Brabançons, de toute façon. oui. Ouais. Mais, bravo, enfin, la révolution belge, il y a ses bons et ses mauvais côtés, quoi. J'ai envie Ouais. de dire, c'est... Non, mais ça a arrangé les intérêts catholiques, c'est pour ça que je dis. Ah oui. Et comment dire, il y avait aussi quelques combattants domiciliés hors de Belgique, notamment à Paris. Il y a eu des volontaires étrangers aussi, qui Mhm. venaient de France essentiellement. Bon, merci les volontaires étrangers français. Hein. Mais c'était surtout, en fait, les révolutionnaires, c'était pas des bourgeois, c'était des journaliers, en fait, c'est-à-dire des manœuvres, des gens qui offraient leurs services pour un jour de salaire, quoi. Ou des ouvriers du bâtiment. Ah. C'était eux qui ont véritablement formé le corps des combattants. 52% étaient célibataires. Et parmi les hommes mariés, 70% n'avaient pas d'enfants. Merci pour les chiffres. Hein. Oui. Parce qu'en fait, là, je me base sur l'étude d'un historien qui s'appelle John Rooney Jr., un Américain, qui a fait des études justement en s'appuyant sur les différentes statistiques pour voir un peu qui a fait la révolution belge. Et donc c'est assez intéressant parce que voilà, on a un peu l'image d'une révolution bourgeoise, mais C'est ça. c'était assez peu ça en fait. C'était surtout une révolution prolétarienne. Mais Mais en quoi ça arrangeait les intérêts prolétaires? Parce que les libéraux, je peux comprendre que ça les arrange. Je peux comprendre que ça arrange aussi les catholiques, évidemment. Mais en quoi les prolétaires, eux, ça les arrangeait? Qu'est-ce qu'ils voyaient par rapport au Nord? leur situation était, ils considéraient que c'était un peu scandaleux puisque il y avait énormément de soucis d'hygiène à cette époque-là. Au 19e siècle, oui, les conditions de vie étaient mauvaises. Les familles bruxelloises vivaient souvent dans une seule pièce, piètrement chauffée, où régnait la puanteur et que l'on n'osait pas aérer par peur des vols et des agressions. Donc il y avait déjà un grand sentiment de précarité. Et voilà, quand on est précaire, il suffit d'une petite étincelle pour qu'on prenne les armes, quoi. Un jour. Alors certes, les acteurs au tout début, c'était peut-être des bourgeois, là, comme on avait évoqué l'émission précédente de la muette de Portici. Mais le gros des combattants qui ont suivi, c'était des prolétaires, quoi. Ils voulaient changer de vie, quoi. Exactement. Ils avaient beaucoup d'attentes par rapport au nouvel État. Ok. Donc voilà, c'était juste pour évoquer ça, parce que je l'avais évoqué dans l'émission précédente, mais je n'avais pas précisé exactement. Donc. Ouais, c'est ça. Donc même par rapport aux classes, on va dire, les classes sociales, même là, il y avait en unonisme alors. De fait, oui. Parce que, oui, notamment, ils n'ont pas protesté, ils n'ont pas cherché à s'en prendre particulièrement aux bourgeois en général, quoi. Ils se sentaient unis avec le reste de la population belge. C'est beau tout ça. Alors on aurait pu justement pu s'attendre à ce que ce soit un sentiment communiste qui les anime contre les riches, quoi. Mais en fait, non. Très peu. C'était contre les Hollandais spécifiquement. Bon, voilà, hein, l'union fait la force. Le problème, c'est que c'est l'union avec tout le monde. Et... Bon, voilà, hein, point de vue catholique. D'ailleurs, voilà, je me révolte un petit peu justement contre l'esprit de neutralité et de pluralité à la belge. Je parle toujours par rapport à la religion, évidemment. Mais c'est vrai que, voilà, après la fondation de l'État belge, évidemment, les tensions étaient assez fortes hein, entre les différents camps, entre guillemets, idéologiques, catholiques et libéraux. Ça commençait petit à petit à devenir tendu, mais j'imagine que tu vas en parler. Oui, tout à fait, mais ça prendra une dizaine d'années avant que la crise éclate véritablement. Ok, ça va. Il y aura 10 années d'état de grâce, comme on dit, hein, une espèce d'euphorie. Et donc on cherche quand même à maintenir l'union malgré tout, notamment contre l'ennemi hollandais qui tenait
n'acceptera la paix comme en 1837. Donc il y avait déjà cette idée d'une contre-attaque hollandaise. Donc il fallait, c'est pour ça. Même une fois que la Belgique était indépendante, il fallait rester en garde contre l'ennemi hollandais, quoi. Ah ouais, parce que j'étais en train justement de me dire que 10 ans c'est long, mais bon, voilà, si je peux comprendre donc du coup du contexte, le contexte qui faisait que ça a tenu jusque-là, quoi, avant qu'il y ait les petits problèmes internes à régler, quoi, on va dire. Et donc on arrive à 1831, et donc là, les grandes puissances acceptent enfin la volonté d'indépendance de la Belgique. Ce sera la conférence de Londres qui allait justifier la séparation entre la Belgique et les Pays-Bas. Ce sera accepté par la Prusse, par l'Angleterre, par la France. La Russie mettra du temps. Elle comptait même envoyer des troupes pour aider les Hollandais contre nous. Mais il y avait au même moment des troubles en Pologne. C'était un des premiers printemps des peuples en 1830. Il y aura aussi 1848 plus tard. Mais il y avait aussi des troubles en Pologne en 1830. Et donc, elle ne pouvait pas se permettre d'envoyer en plus des troupes en Belgique. Ce qui nous a permis quelque part de sauver, quoi. Parce que si les Russes étaient intervenus, je ne sais pas ce qui se serait passé. Mais il y allait avoir un gros problème, c'était qui mettre à la tête du pays. Et donc il y en avait qui pensaient à installer une république, mais beaucoup voulaient en fait une monarchie. En fait, c'était parce que il ne fallait pas apparaître comme trop révolutionnaire, parce que justement, si on établissait une république, c'est comme c'était assez mal vu encore à l'époque, on était toujours dans la suite de ce qu'on appelait la Restauration et la Sainte Alliance. Donc installer une république, c'était déjà prendre le parti contre la Sainte Alliance. Non, ça va pas ça. Donc du coup, il fallait installer un régime monarchique, quoi. Alors au début, le Congrès national belge avait voté, mais très légèrement en faveur du duc de Nemours, Louis d'Orléans, des fils des rois des Français, pour devenir roi des Belges. Mais Louis-Philippe, le roi, a refusé, parce qu'il ne voulait pas en fait une guerre, parce qu'il se disait, si un de ses enfants devient roi de France, devient roi de Belgique, pardon, ben, ça va poser un gros problème, puisque les Anglais ne vont pas soutenir ça. Ah ouais, c'est ça, donc on a failli avoir un roi d'Orléanis, quoi. Oui, tout à fait. Et surtout, il y avait aussi un autre souci économique, c'était que si la Belgique et la France avaient une même dynastie au pouvoir, il y aurait eu certainement un abaissement des barrières douanières, ça ne voulait pas, puisque comme on était une des grandes forces industrielles de l'époque, et comme je l'ai dit, à la fin de ce siècle-là, on deviendra même la deuxième après l'Angleterre, eh bien, les Français ne le voulaient pas parce qu'on allait faire concurrence avec l'industrie française. Donc il fallait maintenir les barrières douanières et donc garder une certaine distance vis-à-vis des Belges, quoi. C'est ça l'idée des Français. Ils n'étaient pas très chauds non plus à l'époque à ce qu'on les rejoigne, quoi. Donc après, on a nommé un régent qui s'appelait Surlet de Chauquière pour former un premier gouvernement qui était au début juste composé de personnalités libérales. à l'exception du chef de cabinet qui allait devenir le Premier ministre. Mais tous ces ministres étaient libéraux. Aucune gêne, quoi. Ouais. C'était le gouvernement d'Étienne de Gerlach. Mais il y avait toujours le problème de trouver un roi, donc vu que l'hypothèse Louis-Philippe devait être rejetée, on s'est tourné vers Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, un prince anglo-allemand. Il vivait en Angleterre, il avait obtenu la nationalité anglaise en 1816. Donc déjà, il était bien vu des Anglais, forcément. Anglo-allemand, là c'est bon, c'est voilà. bon plan. Donc là, on s'est dit, là on se met les Anglais et les Allemands dans la poche, donc il n'y a que les Français qui vont un peu râler, mais bon, les Français ils sont pas prêts. En plus, ils venaient de subir la Révolution juste avant eux aussi, puisqu'il y avait eu Louis-Philippe qui s'était mis au pouvoir, donc ils risquaient moins d'intervenir à l'étranger. Et donc voilà, donc on s'est dit, pourquoi pas lui, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Malgré le fait qu'il soit de religion protestante. Ça aussi, c'est surprenant. C'est qu'un État qui était composé à l'écrasante majorité de catholiques ait choisi un roi protestant. Ah, il s'est pas converti. Allez, et il était franc-maçon aussi. Oui, enfin, en tout cas, il était considéré comme bien vu de la franc-maçonnerie, il la soutenait, et beaucoup pensent qu'il était initié, mais ça, je ne sais pas si on a eu de preuves. Voilà, c'est ça, on ne peut pas toujours savoir, évidemment, parce que il y a la culture du secret. Sur sa fiche Wikipédia, ils le disent, que selon Machin, selon des historiens, il a été initié à telle loge. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Évidemment, c'est jamais sûr, peut jamais être sûr à 100% si ils ne l'affirment pas eux-mêmes, d'eux-mêmes. Donc, voilà, en général. D'ailleurs, un point qui va contre un peu cette thèse, mais bon, c'est que dans sa dynastie, dans la dynastie des rois des Belges, il y aura eu un roi qui était anti-maçon. C'était Albert Ier. Ouais. Ah ouais. Bon, après, tout est possible. Hein. Tu peux avoir des anti-maçons dans une famille de maçons. Et donc, il s'est pas converti au catholicisme, du coup, Léopold Ier.
Ah oui, non, 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 non. Et les luthériens refusant de se convertir au catholicisme. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Et, ah oui, et aussi un autre problème qu'il y avait avec lui, c'était qu'il ne savait pas le français ou les dialectes patois locaux, quoi. Et puis il ne savait pas le parler. Ah, il parlait pas wallon. Bah oui, Ça voilà. va pas, ça. Donc, une fois que le gouvernement britannique a été rassuré de voir qu'on allait élire Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha comme roi des Belges, de fait, tout le monde allait accepter la chose, quoi. Mais comment? Sauf Guillaume Ier, hein, le roi des Pays-Bas, qui lui a cherché à revenir à Bruxelles. Il est reparti en fait envahir la Belgique, hein, et il a réussi. Il a été jusqu'à Bruxelles parce qu'en fait, ce qui se passait, c'était comme j'avais expliqué tout à l'heure que la plupart des combattants c'était des ouvriers, des gens pauvres. Ils n'avaient pas une réelle expérience militaire en fait. Il y a eu quelques-uns qui étaient des vétérans, mais c'était l'armée belge à cette époque-là, c'était des guerrilleros en quelque sorte. C'était pas des professionnels, ouais. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on n'était pas apte à se défendre. C'est ça qui, à mon avis, a justifié beaucoup l'unionisme. C'était, il faut s'unir absolument pour créer un État stable, pour pouvoir avoir une armée, pour pouvoir se défendre. Et donc, autant chercher un accord avec les libéraux, quoi. Bon, évidemment, nous, on critique à tout ça parce que on voit les fruits. On voit les fruits 2 siècles plus tard, on voit que ça n'a rien donné de bon. À l'époque, ça aurait été un peu plus excusable puisqu'il y avait des menaces. Mais bon, voilà, quoi. C'est toujours la même chose. C'est contre un ennemi, on va s'allier avec un autre ennemi. Ouais. Ah oui, on peut aussi un peu s'attarder sur les conséquences économiques. Gand a beaucoup souffert, l'industrie textile a beaucoup souffert, puisque il y avait moins les échanges avec les colonies et moins avec les provinces du Nord, forcément, vu qu'il y avait l'état de guerre, il y avait même une espèce de blocus. Quand tu dis les colonies, c'est quoi? C'est l'Indonésie L'Indonésie, oui, tout à fait, oui. On va parler du Congo dans la suite, mais pour l'instant, on ne l'avait pas encore. On ne l'avait pas encore. Par exemple, la Gand, elle ne traitait plus que 2 millions de kilos de coton en 1832, alors qu'elle en faisait 7 millions et demi en 1829. Donc, genre que 3 fois moins, quoi. Beaucoup de travailleurs se retrouvaient au chômage. Donc, parmi ceux qui ont combattu, beaucoup ont dû regretter un peu leur situation qui ne s'est pas améliorée substantiellement, quoi. Ils ne gagnaient plus que 30% de leur salaire de 1829. Ça, on constate plus souvent, c'est que quand tu quittes un pays, tu as un appauvrissement, quoi. Puisque forcément, tu dois te déconnecter de tout le système économique de l'ancienne nation dans laquelle tu étais, quoi. Ah, Donc, pour reconstruire à son niveau, et c'est jamais évident, notamment au début. Ouais. Et ça aussi, ça allait justifier ce qu'on a appelé l'orangisme, c'est-à-dire un courant, notamment bourgeois, qui justement voyait la baisse des affaires et qui regrettait le temps où les Hollandais dirigeaient. Il y aurait un petit courant, notamment en Flandre, et notamment à Gand, qui était en faveur du retour des rois des Hollandais, quoi. Ah bon? Oui, pendant une quinzaine d'années, il y aura un petit courant comme ça. Aussi, oui, d'un point de vue scolaire, ce qui allait être plutôt positif, c'est que comme l'État était assez pauvre, eh bien, il ne pouvait pas créer beaucoup d'écoles, et ce sera surtout la filière libre, et notamment l'enseignement catholique, qui avait la liberté d'enseignement garantie par la Constitution, qui se sont beaucoup développés à ce moment-là. Donc, quasiment tous les villages, il y avait une école catholique. Oui, aussi, on peut aussi mentionner au tout début ce qui allait se passer, ce qui allait être une grosse faute de la Belgique, ça a été la politique de francisation, notamment à Bruxelles. La politique, oui, tu veux dire la francisation dans le sens la langue, imposer la langue. Oui, c'est-à-dire que toute la fonction publique devait parler français, toute l'administration devait parler français, et donc ce qui renforçait, comme ce qui était déjà auparavant, le statut du néerlandais comme langue du pauvre et le ressentiment du mouvement flamand, quoi. Au moins les Flamands, ils ont gardé leur langue, hein, contrairement aux Wallons et aux Brabançons. Justement, c'est ça qui s'est passé, c'est que comme on s'est identifié à la culture française via la Révolution et tout ça, qu'il y avait une influence culturelle, eh bien, on a perdu notre propre identité, en fait, dans cette histoire. C'est ça, hein. Et comme le régime était en apparence dirigé pour nous, entre guillemets, on n'a pas pris des mesures de défense, et donc du coup, notre culture s'est retrouvée bien plus abîmée que la culture flamande, qui a été dès le début mise à main, stigmatisée par le nouveau régime. Et donc, du coup, elle a développé ses propres systèmes de défense qui lui ont permis jusqu'à nos jours, quoi, plus ou moins, quoi, en tout cas. Tandis que, justement, la culture wallonne, elle les a développés que sur le tard, quoi. Le mouvement wallon, il est venu 50 ans plus tard et il était porté par la gauche, en plus. Donc, voilà, quoi. Ouais. Oh là, on aura pas mal de choses à dire par la suite, hein, c'est vrai.
Donc voilà, donc il y a eu énormément de thèses pour justifier la révolution belge. La plus connue, c'est la thèse nationale, on l'avait déjà évoqué dans la précédente émission. C'est-à-dire qu'on peut considérer cette révolution comme une révolution entre guillemets nationaliste, puisqu'on retrouve le même principe que dans le nationalisme, c'est-à-dire le sociabilisme, l'unité malgré les divergences, etc., qu'on retrouve partout dans les milieux nationaux. Donc de fait, on le retrouve aussi en Belgique. Il y en a qui vont exagérer le rôle des Wallons. Le mouvement wallon va essayer de faire en sorte de faire passer cette révolution comme une révolution wallonne pour se justifier, alors que la réalité est un peu plus complexe. Vu que je l'ai évoqué, c'était essentiellement bruxellois et brabançon. Même s'il y aura aussi des apports wallons venant de Liège surtout, et puis même il y aura aussi des Flamands. Les Flamands vont se révolter tout autant que les Wallons contre la domination hollandaise. Oui, c'est ça, la grosse majorité c'était quand même les Brabançons. Le Brabant en général. Les marxistes, bon, évidemment, eux, ils vont chercher à faire dire que c'était une révolution prolétarienne, justement. Ils vont mettre en avant ce que j'ai évoqué, là, le fait que c'était beaucoup des gens pauvres et qui se révoltaient contre l'économie financière du Nord. Mais bon, bref. Voilà, quoi. Là, il n'y a pas vraiment de consensus parmi les historiens, mais bon, je pense que c'est un peu tout ça qui a fait sens, quoi. Oui. Et les Néerlandais vont, eux, faire passer ça pour un complot français. Parce que justement, ils disaient que oui, vous vous révoltez, mais si vous êtes manipulé par les Français, vous allez être annexé par la France. C'est ça que eux disaient. Ouais, j'espère que l'avenir leur donnera quand même tort. Oh. Enfin, du moins pour les Wallons, je veux dire. On va voir. Aussi, oui, on a tendance à dire que c'est une création artificielle de la Belgique. C'est assez délicat parce que c'est à la fois vrai et pas vrai. C'est vrai dans le sens où ça a été effectivement basé sur l'unionisme, c'est-à-dire effectivement c'est quelque chose d'assez artificiel. Et parce que l'unionisme était non seulement entre catholiques et libéraux, mais on peut aussi l'évoquer par rapport aux Flamands et les Wallons, qui se sont de fait retrouvés unis. Mais ces deux peuples, c'est assez difficile de les traiter de peuple puisqu'il n'y avait pas de conscience de peuple flamand et de peuple wallon à cette époque-là. À la limite, ce qu'on pouvait retrouver, c'était les anciennes administrations d'avant, c'est-à-dire principauté épiscopale de Liège et des trucs comme ça, le comté de Flandre. Mais il n'y avait pas de notion peuple wallon, peuple flamand. Ça, c'est des notions qui viendront par la suite. C'est des nations qui sont nées après, hein, c'est ça le truc. Ah oui, qui sont nées en réaction contre la Belgique, en fait. Exactement. Mais avec des nations qui se sont créées par la suite, mais qui existent bel et bien, évidemment. Il y a vraiment, évidemment, tout un esprit qui fait qu'on peut parler vraiment de nouvelles nations, quoi. Bah oui, parce que ça se base, en fait, sur une réalité ethnique, culturelle, etc., qui se correspond. Par exemple, la Croatie, c'est une nation plus récente que la nôtre, et pourtant, voilà, quoi. Personne ne dirait que ça n'existe pas. Et ce qui se passe, c'est que elle se base sur une longue histoire, en fait. Tandis que la Belgique, en tant que réalité politique, c'est récent. Et il y avait pas de nation belge avant. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a un côté artificiel, mais ce n'est pas dans le sens où on pourrait l'entendre, dans le sens où ça a été forcé de Wallons et Flamands unis, puisque je l'avais évoqué dans la première émission, la bataille des Éperons d'Or, il y avait bien des Wallons qui se sont alliés avec des Flamands. Enfin bref, mais bon, voilà, on va pas commencer à rentrer dans ce genre de discussion, pour durer des heures. Ouais, c'est ça, quoi. On peut évoquer vite fait le fait que le système constitutionnel belge accorde quand même au roi un assez grand pouvoir, tout de même. À l'époque, au tout début. Hein. Ouais, au tout début, mais toujours un peu maintenant, même si beaucoup moins quand même, parce qu'il y a eu la question royale entre-temps et la fédéralisation. Non, il n'y a quasiment plus rien. Mais quand même, le roi joue quand même un rôle dans la formation du gouvernement. Oui, voilà, il désigne un formateur. Puis oui, mais c'est déjà un rôle. Hein. Ouais. Mais tandis que si tu regardes les monarchies scandinaves, c'est pas du tout le cas. Hein. Là, c'est juste une fonction people, entre guillemets. Oui, c'est ça. Ils sont encore plus baltringants que nous. Oui, voilà. Un point particulier, c'était que le roi était chef des armées. Et ça restera très longtemps. Comme Macron. Déjà un certain prestige. Ouais. Comme Macron, oui. Mais ça, c'est en fait la constitution de la 5e République en France qui a donné beaucoup de pouvoir aussi au chef de l'État. C'était lié à la conception de Gaulle qui était en partie monarchiste et en partie républicain. Il a cherché à faire un mix des deux. Ce qui fait que là, le pouvoir français est assez particulier puisqu'il donne beaucoup de pouvoir aussi au chef de l'État. Donc oui, dans la constitution belge, on retrouve les grands principes. Forcément, l'article 10, par exemple, il dit qu'il n'y a dans l'État aucune distinction d'ordre. Les Belges sont égaux devant la loi.
Donc déjà ça c'est déjà pas terrible parce que ben voilà, la société elle est divisée en plusieurs ordres forcément. Et égaux devant la loi, non, puisque justement ça revient à dire qu'il n'y a pas de privilège. C'est déjà un point d'égalitarisme ça en fait. Donc aussi la liberté de culte. Et aussi un point scandaleux, donc oui la liberté de culte, ça on l'avait déjà évoqué avant. Un autre point, oui, qui n'est pas acceptable dans le sens où ça reconnaîtra un droit alors que c'est au mieux sujet à une tolérance. Donc voilà. C'est ça. La liberté de la presse aussi, qui n'est pas acceptable non plus. C'était pas une constitution catholique, hein, voilà, ça c'est sûr. Ah oui. C'était même à l'époque, elle était considérée comme la plus libérale d'Europe. Hein. L'AMNE, elle la considérait comme. Les partisans de l'AMNE, elle la considéraient comme leur œuvre propre. Hein. Donc c'est véritablement du libéralisme. Il y a quand même des points positifs, le droit à la propriété privée, le domicile inviolable, mais bon, le respect de leur vie privée. Mais bon, il y a aussi un autre point qui est très critiquable, c'est le souverainisme, hein, qu'on retrouve aussi dans notre constitution. Hein. Malgré le fait qu'on est une monarchie, on est exactement comme une république à ce niveau-là, puisque l'article 33 de la constitution dit que tous les pouvoirs émanent de la nation, ils sont exercés de la manière établie par la constitution, donc voilà, hein. Il n'y a aucune différence entre la monarchie belge et la République française au point de vue de la doctrine. C'est ça, ouais, voilà. Donc voilà. Quelle horreur. Là aussi, ceux qui pensent qu'un roi serait meilleur pour leur pays, ben, ça dépend comment est-ce que vous faites le roi, quoi, parce que voilà, quoi, on peut très bien avoir une monarchie républicaine, la Belgique c'est un exemple de ça. Exactement, c'est ça. Donc on peut avoir, c'est ça, une monarchie libérale, comme on peut avoir une république catholique. Voilà. Et le seul truc, mais on l'a souvent répété, c'est que c'est plus facile de demander à une seule personne d'être catholique, c'est-à-dire un roi, qu'à 11 millions de personnes. Voilà. Donc c'est mieux d'avoir un roi au pouvoir que 12 millions. Voilà. Et puis c'est absurde parce que ça repose sur une fiction, hein, tout ça, puisque quand on dit tous les pouvoirs émanent de la nation, c'est faux. D'où la nation détiendrait un pouvoir. Ça ne peut pas passer. La théologie catholique enseigne que si la nation a un pouvoir, ça vient de Dieu. Le pouvoir n'émane pas d'elle-même, elle est déléguée par Dieu. Enfin, c'est Dieu qui lui donne, en fait. Donc, et oui, ça aussi un point important, c'est que dans la Constitution, il n'y a aucune fois marqué le mot Dieu, forcément. Ouais, forcément. On peut aussi évoquer l'article 96 hein, qui permet au roi de nommer et de révoquer le gouvernement. C'est aussi pour ça que c'est comme une monarchie qui avait un sens, hein, puisque le roi avait un vrai pouvoir à l'époque. Et oui, ça je n'ai pas envie de l'évoquer, le roi était chef des armées, mais pourquoi? Parce que quand il a fait prêter serment à la Constitution, Léopold Ier, ce qui donnera d'ailleurs occasion à notre fête nationale, le 21 juillet, une semaine après la fête nationale française, qu'est-ce qu'on fait le 21 juillet? On fait la prestation de serment de Léopold Ier à la Constitution belge. Ouais. Donc du coup, comme je ne soutiens pas Léopold Ier qui était protestant, qui refusait de se convertir et qui était soupçonné en tout cas d'être franc-maçon, et comme je ne soutiens pas non plus la Constitution, qui a toute une série de points qui ne sont pas acceptables, le souverainisme, la liberté de culte, etc. Donc voilà, moi je ne fête pas le 21 juillet. Pareillement, hein, donc moi d'ailleurs, je fais que les fêtes religieuses, c'est tout. Lors de la première guerre scolaire, on va y arriver, l'épiscopat fait en sorte de ne pas souhaiter à ce moment-là le 21 juillet. On ne le fêtait pas, puisqu'on était en conflit avec le gouvernement aussi à cette époque-là. Donc, oui. Très bien, très bien. Ah oui, aussi, on peut évoquer le droit de vote. C'était un suffrage censitaire, donc il fallait payer un certain prix pour pouvoir voter. Ce qui fait que seuls les bourgeois, en gros, avaient le pouvoir. C'était réputé. C'est pour ça qu'on pense révolution bourgeoise, mais en fait le pouvoir de la bourgeoisie s'est affirmé après la révolution belge, en fait. Mais ce n'est pas les bourgeois qui ont fait la révolution. Payer pour voter, hein, c'est pas mal ça. Et donc oui, ce qui allait aussi renforcer le pouvoir de la entre guillemets francophonie, puisque aussi bien au nord qu'au sud, la bourgeoisie parlait français. Parce que j'avais déjà évoqué le fait que la bourgeoisie en Flandre parlait déjà français avant, quoi. Oui, voilà. Déjà même du temps de la domination française et même déjà du temps des Pays-Bas autrichiens, puisqu'il y avait l'influence culturelle française. Ouais, je crois que tu avais même dit que la langue française était très appréciée chez les Flamands. Ils ont de fait, eu un rapport intime, forcément, puisque c'est leur langue. Ouais. Donc, au bout d'un moment, lorsque tu parles une langue, tu finis par l'apprécier. Ouais. Tu finis par
par t'attacher à elle. Tu ne te vois pas apprendre une autre langue, même si cette langue-là ferait partie de ta culture, entre guillemets, de ton lieu de naissance. Ouais. Pour ça, si maintenant, demain, on devait imposer le wallon, beaucoup de Belges, beaucoup de Wallons, parleraient toujours le français. Au moins pendant un bon moment. Parce qu'on est attaché à cette langue. Ouais, c'est ça. Ah oui, on peut aussi évoquer le fait de la laïcité en Belgique, qui est assez différente de la laïcité française, puisque la laïcité française, c'était l'absence de reconnaissance des cultes en France. Ouais. Tandis qu'en Belgique, on reconnaît les cultes, mais on ne leur donne pas un pouvoir décisionnel, en fait. C'est une conception pluraliste. C'est proche de ce que font les anglo-saxons aussi. On reconnaît les cultes, mais on ne leur donne pas de pouvoir. Après, il y a certains cultes qui sont reconnus par l'État belge dès le départ, donc j'imagine le catholicisme, ça d'office. Puis il y avait quoi d'autre? Il y avait pour les protestants et le judaïsme? Probablement, oui. Parce qu'à l'époque, c'était surtout ces trois-là qu'il y avait dans notre pays. Hein. Même si même la communauté juive était très peu présente, en fait. Et avec eux, à Anvers, un peu, il y a Bruxelles. Ouais, c'est ça. Anvers et Bruxelles, il y a une grosse minorité judaïque. Donc oui, j'avais évoqué le fait que le 19e siècle, ce sera le grand siècle économique pour la Belgique, et notamment Wallonie, avec l'extraction du charbon et les travailleurs du fer, qui allait amener un grand développement économique dans notre pays. Deuxième productrice d'acier et de charbon dans le monde. Ah ouais, et la Wallonie... l'industrie... était bien lotie. Hein. Tout à fait. Ça allait amener le développement de toute une nouvelle bourgeoisie industrielle et bancaire même, avec la création de la Société Générale et de la Banque de Belgique, qui maintenant n'existe plus, mais qu'ils ont participé. C'est une première en fait, c'était qu'à côté de la bourgeoisie industrielle classique, allait se développer une bourgeoisie financière et bancaire particulière. Avant même les Anglais. La Belgique sera une pionnière là-dedans aussi, dans le développement de la banque. Et le roi allait être rapidement le principal actionnaire de la Société Générale, le roi Léopold Ier, et deviendra la première fortune du pays. Donc il cherchait à prendre le train en marche et il y réussit. C'est comme ça qu'il a pu... Ce qui allait permettre plus tard, par son successeur, le rachat du Congo. Le rachat du Congo, voilà, c'est ça. Ah ouais, purée. C'est comme ça qu'il a fait son coup. Il y avait mais ça comptait très peu de monde en fait. C'était une cinquantaine de familles, même pas. Hein. Et beaucoup de nobles aussi. On pourrait croire justement que c'était des bourgeois arrivistes, mais ce sont essentiellement des anciens nobles qui se sont reconvertis dans la banque en fait. Oui, c'est ça. Il y a des bourgeois qui se font anoblir et il y a des nobles qui se font embourgeoiser aussi. Hein. Tout à fait. Donc je reviens un peu sur la situation politique. L'unionisme allait s'écrouler en 1846 en fait. Donc ça a quand même duré 15 ans. Hein. Pourquoi? Parce que les différences, ça toujours, c'était ça n'était plus tenable parce que ce sont certainement les libéraux qui vont critiquer l'unionisme en fait. C'est même pas les catholiques, parce que en fait cette histoire nous favorisait quand même beaucoup, puisqu'on avait toute une série de lois pour nous garantir l'enseignement notamment, comme je l'avais évoqué tout à l'heure. La plupart de l'enseignement était fait par les catholiques. Ça déplaisait aux libéraux, ça. Forcément, parce qu'ils ne tenaient pas les jeunes. Ouais, c'est déjà pas mal de pouvoir. C'est ce calcul-là que faisaient les catholiques de l'époque. Et c'est, on va s'unir temporairement avec les libéraux, mais on va faire en sorte que la jeunesse soit avec nous. Et comme ça, dans la génération d'après, il n'y aura plus les libéraux. Quoi. C'est pas bête. Un peu le calcul. C'était pas bête. Ah ouais. C'est ça. Eux, ils ont senti le vent tourner. Ils ont senti qu'il fallait réagir. Et puis aussi... la première génération des libéraux qui ont fait l'unionisme n'ont pas connu la domination catholique. Tandis que là, de fait, ça faisait 15 ans qu'on était assez influents, et donc ils recommençaient à nous connaître. Donc ils ont recommencé à comprendre qu'on ne pouvait pas s'entendre. Quoi. Donc je vais... on peut aussi évoquer la franc-maçonnerie là-dedans. Mais bien sûr. Jusqu'à Grégoire XVI, il y avait des catholiques en Belgique dans la franc-maçonnerie qui étaient sincères, on a beaucoup de raisons de respecter leur sincérité, mais à partir des grandes condamnations pontificales qui allaient surgir à cette époque-là, eh bien ça allait entraîner une rupture au sein de la franc-maçonnerie belge et une évolution qui allait la tourner de plus en plus vers l'anticléricalisme. Oui, alors si tu permets, justement, voilà, le moment est venu que j'avais récupéré un petit texte, justement. J'avais déjà annoncé dans l'émission numéro 3, hein, je crois. Donc je vous avais parlé dans petit texte que j'avais retrouvé sur le site du principal parti libéral qui s'appelle le Mouvement Réformateur, MR en Belgique. Hein. C'était sur son site en 2012 et j'ai retrouvé avec le site s'appelle archive.org qui permet de retourner dans le temps, dans le passé, pour voir les anciens sites.
Et donc, parce que là, ils l'ont enlevé le texte, mais à l'époque, il y était. Et ben, je vais permettre de lire ça vite fait, hein. parce que c'est assez intéressant. Alors, je vais peut-être pas lire les passages, on n'en a pas besoin. Le texte s'appelle Aux origines du libéralisme. Et je l'avais déjà cité la fois dernière, hein. Mais là, je vais lire un peu le reste parce que c'est intéressant. Parce que ce qui est génial, c'est que même en 2012, il se cachait pas. C'est ça. La fois dernière, j'avais lu le passage ici. Il résumait un petit peu leur histoire et il disait: les Pays-Bas autrichiens et la principauté de Liège ayant officiellement été intégrés à la République française en octobre 1795, les libéraux belges se rallièrent au nouveau régime et à sa politique casaro, papiste et laïcisante. Donc, ils ne se cachaient même pas de collaborer avec l'envahisseur et pilleur français. Alors, ils disent: la formule de Voltaire, l'Église est dans l'État et non l'État dans l'Église, était la référence officielle, donc pour ces libéraux. Donc pour eux, donc la petite phrase, l'Église est dans l'État et non l'État dans l'Église. Donc là, voilà, ils veulent du gallicanisme, hein, clairement. Donc ils expliquent ensuite la révolution de 1830 avec laquelle ils se sont unis aux catholiques, hein. Voilà. Donc je vais lire le reste du passage qui est vraiment très intéressant, ces 3 petits paragraphes, hein. Alors il dit: l'unionisme qui avait permis la naissance de l'État belge fut officiellement abandonné par beaucoup de libéraux après qu'en 1839, le conflit avec la Hollande ait officiellement pris fin. De plus en plus choqué par les prétentions de l'Église catholique, par sa volonté de profiter de la liberté inscrite en 1831 dans la constitution du nouvel État pour imposer ses vues à la société civile, les libéraux décidèrent petit à petit de lutter contre son influence. Donc ils disent ouvertement qu'ils luttaient contre l'influence de l'Église catholique. Ils n'utilisent même pas des mots comme cléricalisme, blablabla. Non, c'est direct. Au moins c'est clair, c'est même appréciable. Et pourtant donc c'est en site mr.be, c'est l'un des premiers partis en Belgique, hein. C'est le truc, voilà, l'image bien lissée, tout ce qu'on veut. Mais il continue, hein. En 1841, la loge maçonnique bruxelloise, les Amis Philanthropes, à l'initiative de Theodor Verhagen, l'initiateur de la fondation de l'Université libre de Belgique en 1834, hein, donc c'est une université à la base maçonnique, hein. Donc il continue. Donc ce Theodor Verhagen constituait une association électorale intitulée Société de l'Alliance. Cette société électorale fut à l'origine de la réunion du premier congrès libéral à l'Hôtel de Ville de Bruxelles le 14 juin 1846. C'est à l'occasion de ce premier congrès que l'opinion libérale belge, déjà dotée de principes, va se structurer et va se donner une structure et un programme. Donc ça a donné un parti. Le MR descend directement de ce parti-là. Avant, ça avait un autre nom, c'était le parti, c'était PRL. En fait. Il y avait, voilà. Je me permets de couper vite fait. À l'époque, il n'y avait que 2 partis, le Parti catholique et le Parti libéral. Le Parti socialiste viendra plus tard. Viendra plus tard, exactement. Tu vas peut-être toucher un mot, hein, j'imagine. Alors, il disait que l'essentiel de celui-ci, donc du programme, réside dans les dispositions visant à garantir l'indépendance réelle du pouvoir civil et d'une manière plus précise, plaçant l'enseignement public sous la direction exclusive de l'autorité civile en donnant à celle-ci les moyens constitutionnels de soutenir la concurrence contre les établissements privés, donc les établissements catholiques. C'est dans ces termes que le Congrès adopte la charte du libéralisme belge qui va définir la ligne de conduite du Parti libéral jusqu'à la fin du régime censitaire. L'organisation électorale sera beaucoup plus difficile à développer. Après le congrès du 14 juin 1846, l'opinion libérale dispose d'un ensemble d'associations électorales locales, cantonales d'arrondissement, mais les lignes qui doivent les unir n'existent pas, ou ne prennent qu'une forme ténue, etc. Et après ça évolue. Mais évidemment, ça va donner le parti futur MR, qui avant s'appelait PRL, et avant je sais pas quel nom ça avait. En gros... Voilà, en gros, les libéraux belges, quoi. En gros, les libéraux belges qui cachent même pas, qui disent ouvertement leurs origines maçonniques et d'ailleurs sur leur propre site, qui a une image bien lissée, bien sympa, et tout ça, ils le cachent pas. Et ça, j'apprécie, au moins les choses sont claires et précises, et au moins ils disent, ils ont indexé l'ennemi, Église catholique, ils commencent pas à dire oui, cléricalisme, non, au moins, clairement, ils disent, on est franc-maçon, on n'aime pas les catholiques, enfin, grosso modo, c'est ça, en fait, le truc. Au moins c'est appréciable et il n'y a pas d'histoire. Enfin voilà. C'est d'ailleurs ça, cette rupture entre les catholiques et les libéraux qui explique le fait qu'il n'y a pas eu une influence culturelle ou un parti qui se revendiquait du conservatisme libéral ou du national-libéralisme en fait en Belgique, contrairement à ses voisins. Puisque là la rupture elle était franche, elle était forte entre les libéraux d'un côté et les catholiques de l'autre. Donc je reviens un peu, je vais continuer un peu ce que tu disais par rapport à la franc-maçonnerie. Il y a eu, donc je disais, du temps notamment des Pays-Bas autrichiens, il y a eu tout un courant catholique qui était même plutôt favorable à la franc-maçonnerie.
Ça peut paraître curieux, mais oui. Parce que c'était une association bourgeoise et à l'époque, on considérait pas ça comme quelque chose de particulièrement nocif, en fait. Ouais. Il faut se voir si est-ce que ils étaient au courant que c'était condamné ou pas. Il y en a plein qui agissaient par ignorance, en fait. Oui, c'est ça. Et en Belgique, ce sera la lettre épiscopale du cardinal Engelbert Sterckx en 1837 qui allait mettre le faux pot puisqu'elle interdisait l'appartenance à la franc-maçonnerie pour les catholiques. À la suite de l'encyclique Mirarivos de 1832 qui a beaucoup aussi joué dans l'opposition entre les francs-maçons et les catholiques. Et donc là, de fait, la franc-maçonnerie belge, elle est moins déiste et moins catholique. De fait, elle n'a jamais été, mais elle pouvait avoir des membres catholiques en son sein. Et maintenant, là, beaucoup moins. Et beaucoup ont dû choisir entre catholiques et francs-maçons, et la plupart ont choisi francs-maçons. Ce qui montre que voilà, c'était pas non plus le meilleur esprit qu'il y avait. Mais au début, il y avait quand même une certaine neutralité, puisqu'il fallait lutter contre l'orangisme, c'est-à-dire le protestantisme du Nord. Oui, voilà, c'est pour ça. Et le premier grand maître du Grand Orient de Belgique, ce sera Stassard, qui était un catholique libéral. Je savais que tu allais dire que c'était un catholique. C'est triste à dire. Catholique, parce que voilà, les catholiques libéral, ouais, voilà. C'est un oxymore. C'est un oxymore total. Le premier grand maître du Grand Orient de Belgique, c'était un catholique, entre guillemets. Voilà. Et donc là, comme tu l'as évoqué, là, Théodore Verhagen allait participer à la fondation de l'Université libre de Bruxelles, qui allait être du grand lieu de l'anticléricalisme. Ouais. Alors, faut savoir, chers amis, chers auditeurs français, c'est que quand vous allez dans l'université qui, à la base, est catholique, c'est-à-dire l'université de Louvain, et que vous allez ensuite faire un tour, par exemple, pour distribuer des petits tracts, je sais pas, à tout hasard, tu vois ce que je veux dire, Théodore, et que vous allez ensuite à l'université libre de Belgique faire la même chose, donc l'université libre, comme libre examinisme, libéral, donc franc-maçon, ben là, je veux dire, l'ambiance, c'est en fossé total. C'est une ambiance complètement différente. Franchement, le courant va beaucoup mieux passer avec les gens, les étudiants, les profs, tout ça. Même maintenant, même si l'université catholique de Louvain n'est plus vraiment catholique, mais bon, il y a toujours les racines, vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre, là, il y aura beaucoup plus de tension, d'hostilité quand vous ferez la même chose sur l'université libre de Bruxelles, sur le campus. Là, l'ambiance est un peu plus froide envers ceux qui se revendiquent du catholicisme, évidemment. Et puis ça va clasher, ça va... Une université très très dégénérée. Vous allez aussi bêtement regarder les... Comment ça s'appelle? Tu vois, les valves, là, où il y a les... où il y a les placards, là, des affiches. Voilà, des affiches et tout ça. Ben, même ça, l'ambiance est complètement différente. C'est beaucoup plus dégénéré l'ULB, quoi. Tu vois, c'est une ambiance beaucoup plus saine UCL. Mais ça s'explique aussi par le fait que la franc-maçonnerie, après la rupture, allait beaucoup se politiser, en fait. Et se politiser, évidemment, dans un sens libertaire. Ouais. On considère qu'il y a plusieurs phases dans la franc-maçonnerie belge. La première, donc, c'était la phase unioniste, entre guillemets. Et la seconde, ce sera la phase politique et libertaire, où ils allaient véritablement militer contre l'Église catholique et pour la révolution en général, les idées libérales notamment. Et Mais justement aussi... voilà, une particularité de la franc-maçonnerie belge, c'est qu'il y aura toute une branche libertaire anarchiste qui se c'était ça aussi. revendiquera avec Élisée Reclus, qui était un poète anarchiste, qui aura une grande influence sur la franc-maçonnerie belge. Alors, si jamais, Théodon, donc, est-ce que tu as encore beaucoup avant la Première Guerre? Faut évoquer quand même la Première Guerre scolaire, en tout cas. Voilà. Bon, ça va, on va continuer. Bon, on va continuer. Donc on était à l'époque de la fin de l'unionisme, la rupture, donc j'ai expliqué pourquoi il y a eu la question de l'enseignement, qui allait jouer un gros rôle par la suite, justement on va y arriver, puisque les libéraux constataient que c'était surtout les catholiques qui étaient à l'avant-garde de l'enseignement, et donc qui faisaient en sorte que la jeunesse suive la voie catholique plutôt que la voie libérale. Ça leur déplaisait. Et donc on peut constater aussi que il allait y avoir à partir de 1884 une domination catholique électorale qui allait durer jusqu'à très tard en fait, puisque voilà quoi, il y avait eu cette avancée par rapport au fait que la jeunesse avait été formée par des catholiques, donc de fait la génération qui a suivi, elle avait plutôt tendance à voter catholique.
Ce qui est que assez bizarrement, il y a eu une recatholisation malgré le fait du régime belge. Donc on a dit que toutes les critiques qu'il pouvait y avoir. Il y a eu une recatholisation à la fin du 19e et au début du 20e siècle de beaucoup de catholiques en Belgique. Ouais, comme c'est possible, hein. C'est possible, hein, grâce à Dieu. Donc voilà, même dans un régime libéral avec des francs-maçons, etc., il y a quand même moyen d'agir, quoi. Ce qui allait aussi empêcher les libéraux d'avoir la majorité absolue. À partir de ce moment-là, ils ne l'auront plus jamais, avec les élections de 1884. Elle allait y avoir aussi en 1893 l'apparition d'un troisième parti, les socialistes du POB, le Parti ouvrier belge. Parce que voilà, pendant un bon demi-siècle, il n'y a eu que deux partis, donc comme on l'avait dit, Parti catholique, Parti libéral. Après, tu as eu Germinal. Je vais te comprendre, en fait. C'est ça, c'était l'ambiance, hein, ouais. Donc oui, il y a eu la grève en fait d'avril 1893 qui a été soutenue par le POB. PTB. T'as failli dire PTB. Oui. C'est un peu la continuité en fait, le PTB par rapport à celui-là. Ouais. C'est le vrai socialisme. C'est vrai. Et qui allait amener un système mitigé. Tous les hommes peuvent voter, ils doivent le faire, mais certains ont droit à plusieurs votes en fonction de leur diplôme et de la composition de leur famille. Ce qui favorisait les chefs de famille et les universitaires. C'était ce qu'on appelait le suffrage capacitaire ou le suffrage plural. Celui qui avait plus de capacité pouvait avoir plusieurs voix. Ah ouais. Système particulier. C'était méritoire. Et qui avantageait les catholiques aussi. Donc là, on voit que malgré le fait que... parce qu'en fait, ce que voulaient les ouvriers, enfin le parti ouvrier, c'était le suffrage universel simple. Mais comme ils n'ont pas réussi à l'imposer, ils ont eu un truc entre les deux. C'est-à-dire que tout le monde pouvait voter, mais les chefs de famille pouvaient voter plus. Et donc, du coup, ça favorisait les catholiques, puisque les grandes familles, c'était nous qui les avions. Celui qui a les familles avec 10 enfants, de fait, ça faisait 10 voix, quoi. Ah ouais. Ouais, pas mal. Et par exemple, en 1894, tous les députés flamands sont catholiques. Il n'y a aucun libéral et aucun socialiste. Ça, c'est bon, ça. Ah, Dieu gracias. Et jusqu'en 1912, 90% là, des députés de Flandre sont catholiques. Purée, tout s'est inversé, quoi. Tout s'est renversé, quoi. C'est incroyable. Mais il y a eu quand même une plus grande persistance des libéraux en Wallonie par rapport à l'influence française qu'on avait évoquée avant. Ouais. Et donc, ce qui allait amener aussi la division progressive, puisque là, vous constatez, voilà, le Nord était plus catholique et plus à droite, entre guillemets, et le Sud plus socialiste et plus libéral. Ouais, c'est ça aussi. Ça allait aussi amener les premières tensions entre les deux groupes. Ouais. Les premiers flamingants qui allaient apparaître, etc. Moi, je précise qu'on vient, nous, on est du Sud, donc on est chez les socialistes. Ben, malheureusement. Non, on peut évoquer comme la question du Congo, hein. Parce que justement c'était l'époque fin 19e où toutes les grandes puissances cherchaient à développer un maximum les entreprises coloniales, et Léopold II avait toujours rêvé de donner une colonie à la Belgique, mais comme la Belgique en raison de ces traités qui imposaient la neutralité absolue ne pouvait pas se permettre de se développer par la guerre, et bien de fait il a cherché à l'avoir par une entreprise privée en fait, le Congo. Donc voilà, ça a donné le Congo belge. Et il l'a acheté à qui au fait, le Congo? Il l'a acheté à des entrepreneurs qui sont venus là-bas pour exploiter le territoire, en fait. Ah, moi je pensais qu'il avait acheté, je sais pas, un pays, genre, je sais pas moi, le Portugal. Ah non, il n'y avait pas de pays avant. Hein. Il y avait des tribus qui étaient là, mais il n'y avait pas d'État organisé. Hein. Et donc voilà, donc on peut évoquer rapidement d'un point de vue catholique la question de la colonisation, ouais, parce que c'était un sujet délicat. On peut dire que la colonisation est acceptable dans certaines conditions. Hein. Là, il y a eu... Oui, voilà, après c'est la nature, hein. Tout le monde était colonisateur et colonisé, comme on dit. Mais après, il faut voir les conditions, évidemment, du point de vue catholique. Hein. Il y a eu par la suite un grand catholique militant qui s'appelait Pierre Ryckmans, qui allait être gouverneur général du Congo belge et qui avait écrit toute une série de livres pour justifier sa position du point de vue catholique. On peut notamment citer Gouverner pour servir, Dominer pour servir, pardon, excusez-moi. Qui allait être une justification de cette entreprise congolaise d'un point de vue catholique. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que la colonisation est licite lorsque le pays colonisé est incapable de se gouverner par lui-même et qu'il y a un intérêt à ce qu'il y ait un échange des deux côtés, en fait. Du côté des colonisateurs, avoir un accès particulier aux ressources du pays colonisé, et du côté colonisé, un accès aux infrastructures, il y a l'appui politique pour remettre de l'ordre.
Donc du coup, ça permettait en fait d'avoir un échange équitable entre les deux groupes. Y compris si le pays en question est catholique. Ben, s'il est catholique, la colonisation ne peut alors se justifier qu'au nom du maintien de l'ordre. Ok. Par exemple, lorsque les Francs sont arrivés en Gaule, il y avait un état d'anarchie et malgré le fait qu'en Gaule, il pouvait y avoir des populations qui étaient catholiques, même s'ils n'étaient pas majoritaires, de fait, ils ont accepté la domination franque, qui pouvait s'apparenter à une forme de colonisation en quelque sorte, puisque c'est un peu ça qui se passait à l'époque. C'est ça. Donc, autant chez nous, donc, l'esclavage est illicite. Tout à fait, oui. Pour une bonne raison, c'est que ça va contre la dignité humaine. En fait, chaque être humain est voulu par Dieu pour atteindre la fin que Dieu lui a voulu, à savoir le ciel, se sanctifier. Si on considère l'esclavage, le problème de l'esclavage, ce n'est pas, contrairement à ce que les libéraux peuvent dire, ce n'est pas le fait d'imposer sa volonté à autrui, c'est de le considérer comme un objet. C'est ça qui ne va pas dans l'esclavage. C'est de déshumaniser la personne, de nier le fait que c'est un être humain, il a sa dignité, il a une âme et il doit en prendre soin lui aussi, quoi. C'est ça. Donc autant chez nous, donc l'esclavage est illicite, mais la colonisation est licite sous certaines conditions. Tout à fait. Oui. Voilà. C'est normal, c'est l'histoire. Concrètement, c'est très difficile à gérer, puisque forcément, l'appât du gain fait que, bien souvent, la justice n'est pas respectée. Voilà. Et alors, autre question, la décolonisation, alors. Est-ce que c'est licite ou pas quand un pays souhaite se faire décoloniser, du coup? Lorsque le pays est suffisamment stable et a une élite qui est capable de s'auto-gérer par lui-même, alors oui, c'est même moral et même nécessaire qu'il devienne indépendant. Et après, il peut toujours continuer à avoir des liens particuliers avec l'ancienne puissance colonisatrice, notamment par rapport à la question des ressortissants, ceux qui venaient du pays colonisateur et qui ont grandi peut-être dans le pays colonisé, qui ont fait toute leur richesse et toute leur vie là-bas, ils devraient avoir droit à un statut particulier. Hein. Mais en soi, oui, ils peuvent, parce qu'en soi, cette situation de colonisation vient en raison d'un désordre. C'est parce qu'il y a un désordre qu'il peut y avoir colonisation. Un désordre ou politique ou religieux. D'ailleurs, c'est aussi un peu la nature. Et par rapport justement à ces histoires de colonisation, l'un des rares pays qui ne s'est pas fait coloniser, du moins sur plusieurs siècles, parce que les Européens, évidemment, on a colonisé énormément de pays en Europe. L'un des rares pays qui ne s'est pas fait coloniser, c'est le Japon. Mais parce que eux, justement, ils n'étaient pas en état d'être colonisés. Ils ont fait en sorte. Ils ont formé des ingénieurs, voilà. Donc ils se sont rendus incolonisables. Voilà, c'est tout à leur honneur, d'ailleurs. L'Éthiopie aussi, elle a été jusqu'à très tard pas colonisée. Les Italiens sont arrivés un peu et ont cherché un peu à dominer le pays, mais ils n'ont jamais réussi totalement. Et donc voilà quoi. L'Éthiopie, c'est un pays assez stable. À cause des crises alimentaires qu'il y a eu, tout ça. Je veux dire, c'est un pays qu'on voit d'un œil assez extrêmement pauvre et tout ça, ce qui est vrai. Mais ça n'a pas toujours été le cas. C'était le deuxième État à se convertir au christianisme. Et ça a été même en empire, si je ne m'abuse, sur 1000 ans, à un moment donné. Oui, l'empire d'Abyssinie, bien sûr. C'est ça. Et ils ont fait des guerres et tout ça pour le christianisme et tout. Donc c'est... Quand l'Éthiopien, c'est... Je peux comprendre que les Italiens aient eu un peu de mal. Alors voilà, moi je souhaite, avec les deux dieux qui reviennent évidemment à la sainte religion catholique. Bon, bref. Donc on revient un peu au sujet qui était le Congo, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc j'essaie de me dépêcher. Ouais. Donc voilà, donc au début, ça avait imposé beaucoup de prêts en fait au roi, qui a dû faire appel à l'État belge, ce qui fait que au début c'était un État indépendant du Congo, qui était dirigé directement par le roi des Belges, ce qui était assez exceptionnel pour l'époque. Ça rappelle un peu le Moyen-Âge, ça en fait, c'est un peu une espèce de propriété personnelle qu'il avait, il a dû confier à la nation tout entière au bout d'un moment, puisqu'il ne pouvait plus le gérer lui-même. Il y a eu toute une polémique par rapport au traitement qu'il y a eu au tout début, puisque forcément, si Léopold II, en l'occurrence le successeur, a colonisé, c'était dans une optique commerciale, mercantile. C'était pour obtenir des richesses pour la Belgique, et pour lui notamment aussi. Même si au début, ça lui coûtait plus que ce que ça lui a rapporté. Ce sera que au bout de plusieurs années, en 1890, que ça va commencer à être bénéficié, en fait. Mais donc, du coup, il y aura eu toute une série d'abus, puisque forcément, quand tu es motivé par l'appât du gain, tu ne fais pas attention nécessairement toujours au respect des droits des populations indigènes, et notamment de leur accorder le meilleur, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont retrouvés d'un coup d'un système tribal à un système industriel. Ouais, c'est un peu chaud, ça. Oui, voilà, ça s'est un peu foiré. Il y a eu certains afrocentristes disent qu'il y a eu un génocide, même si c'était pas le cas, puisque le but c'était pas évidemment de les tuer, c'était d'assurer le meilleur développement, mais
il y a eu évidemment des abus aussi. Donc, par contre, il y a eu un génocide par la suite entre Hutu et Tutsi, bon, qu'on était parti. Et notamment les Anglais qui allaient remuer le sujet des mauvais traitements infligés aux Congolais, parce que forcément c'était un rival. Donc c'était les Anglais qui disaient regardez comment les Belges s'occupent mal du Congo. Ah, mais évidemment, ouais, c'est ça. On pouvait en dire autant alors à ce moment-là. Ah, les Anglais aussi ne sont pas réputés pour être très tendres. Ouais. Enfin bref. Ça nous a quand même permis de nous développer aussi à l'intérieur. Les serres royales de Laken, par exemple, le palais royal, l'Arc de Triomphe du Cinquantenaire, ça vient du Congo belge. Enfin, parce que ça nous a permis, avec les bénéfices, de construire toute une série de monuments et un développement culturel aussi chez nous. En fait, le Congo belge ne représente pas l'entièreté du royaume du Congo. Il y avait la partie qui est de l'Angola et qui faisait aussi partie du royaume du Congo auparavant, au 15e et au 16e siècle, et qui a été administré donc par le Portugal, qui avait envoyé quelques missionnaires. Mais le Congo belge, lui, a été globalement... n'a pas pu être missionné avant véritablement la colonisation de la Belgique, quoi. C'est un territoire gigantesque. Hein. Oui, qui est immense, et qui a fallu l'aide d'énormément de missionnaires différents pour pouvoir les missionner. Et là aussi, c'est un point qui est positif dans l'histoire même de la Belgique, puisque c'est le roi aussi, Léopold II de Belgique, qui a fait en sorte qu'il y ait ces premiers missionnaires. Donc, on peut quand même saluer l'action royale ici, même si on est critique à l'égard de la constitution belge, etc., on l'a déjà vu auparavant. Il y a quand même eu quelques points positifs, et en plus, à l'époque, c'était le parti catholique qui était extrêmement puissant, donc il y avait aussi cette impulsion politique qui faisait que énormément de missionnaires ont participé à l'œuvre d'évangélisation du Congo. On peut citer les pères Cheeté, c'est-à-dire la congrégation du Cœur Immaculé de Marie, qui en plus est une congrégation qui est née en Belgique et qui au début c'était pour des missions en Chine, qui s'est étendue ensuite au Congo belge. Donc voilà, ils ont énormément participé. Il y a eu aussi, et ça on a tendance un peu à l'oublier, mais les jésuites ont eu une activité missionnaire un peu partout dans le monde, et aussi notamment au Congo, parce qu'on la retrouve un peu partout en fait. C'est vrai, c'est leur façon de faire. Ouais. Ah oui, ça c'est... On peut saluer là l'activité des jésuites qui ont une mauvaise presse aujourd'hui, alors qu'ils ont quand même apporté beaucoup à l'église. Et là, en l'occurrence au Congo, c'était aux alentours du sud du fleuve Kasaï, et c'était un groupe de 6 jésuites qui sont arrivés là-bas, qui était dirigé par le père Emile van Echthoven. Donc voilà, vous pouvez chercher son nom. Il a fait énormément de bonnes choses, que c'était un pionnier, et surtout oui, parce que il s'agissait non seulement de missionner, mais aussi de construire des infrastructures, etc. Donc il y a eu aussi l'activité pratique. Ils ont construit énormément. Les jésuites, hein, ouais. Oui, les jésuites, aidés avec l'appui du gouvernement. Là aussi, on peut constater que l'Église et l'État au Congo étaient unis. Ça, c'était assez rare pour l'époque, fin 19e siècle. Ah, c'est magnifique. Un point quand même un petit peu négatif, c'est que il y avait un peu une espèce de concurrence entre les nationalités pour l'évangélisation, en fait. Sur le territoire du Congo belge ? Notamment, oui. Parce que on craignait... en fait, ce qui se passait, c'était que souvent, la mission s'accompagnait d'un nationalisme religieux. Par exemple, le roi des Belges sollicita l'aide du cardinal Lavigry en France, qui était donc aussi un cardinal qui s'est beaucoup intéressé aux activités missionnaires, notamment en Algérie et dans le territoire administré par l'Empire colonial français. Et celui-ci lui a répondu que la croix est le seul drapeau des apôtres, et pour les Français, à côté de la croix, celui de la France, sa patrie. Donc ça avait refroidi énormément le roi des Belges, qui s'est dit, oui, mais il faut faire appel à des missionnaires locaux, parce que si on fait appel à des missionnaires étrangers, voilà, il y aura le problème, est-ce que les territoires seront toujours sous ma souveraineté, puisque c'était à l'époque l'État indépendant du Congo, c'était l'EIC. C'était une propriété du roi. Et puis la religion, désolé, c'est universel, donc il n'y a pas... Voilà. Oui. Mais justement, le problème, c'était qu'on était confronté au fait qu'on aurait bien aimé l'appui de missionnaires étrangers. Ouais, exactement. Bien souvent, ces missionnaires étrangers, ils considéraient leur mission comme... un peu malheureusement, il y avait cette tendance-là à considérer la mission comme une extension du pouvoir colonial. Et donc, aller missionner dans un pays, dans un empire colonial étranger, c'est en quelque sorte trahir son empire colonial à soi. Donc, voilà, c'est cette mauvaise mentalité là qui a fait qu'on était un peu divisé. Mais on a quand même réussi à évangéliser la plupart du Congo, quoi. C'est ce qui est assez rare pour être souligné. Ouais. Avant l'arrivée des protestants. Oui, il y avait aussi des protestants, mais qui étaient mal vus. Et d'ailleurs, oui, beaucoup ont accusé... lorsqu'il y a eu la polémique avec les massacres ou le génocide imputé à Léopold II au Congo,
parce qu'il entravait l'action des missionnaires, entre guillemets, anglicans. Et donc, c'est les Anglais qui ont beaucoup agi pour montrer, regardez, c'est cruel ce qu'il fait, c'est inacceptable. Et donc, voilà, donc il y avait aussi cette concurrence-là. Les Anglicans auraient bien aimé décrédibiliser l'action de Léopold II pour pouvoir envoyer leurs propres missionnaires là-bas. Un point important, c'est que le pape, Léon XIII, a accordé à Léopold II le monopole de l'évangélisation de l'État indépendant du Congo. Puisque, justement, le roi a fait appel au pape pour dire, ben voilà, j'ai pas envie que le territoire que j'administre, il y ait des activités subversives qui soient faites au nom de la religion. Et le pape, ben, il a accepté la doléance du roi. Et donc, il a dit, ben voilà, c'est l'État, enfin, le domaine du roi, c'est le monopole du roi qui doit gérer l'évangélisation de l'État du Congo, quoi. Très bien. Donc, voilà, le bilan à la base est assez positif hein, à ce niveau-là, je pense. Donc, voilà, en plus, il y a eu des martyrs congolais et tout ça assez rapidement aussi. Hein. On peut citer par exemple, pas en tant que martyr, mais en tant que quand même un missionnaire important, le père Justin Gillet, qui a fondé le plus grand jardin botanique d'Afrique centrale, le jardin botanique de Kisantu au Congo, donc qui a contribué aussi à l'édification culturelle et qui a aussi évidemment fait des terres de mission, ils ont évangélisé, etc. Parce que oui, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y avait à la fois une activité culturelle et une activité religieuse au Congo. C'est ça, et que les catholiques s'occupaient, c'est ça. Bah oui, de fait. Et la population aussi, c'était assez étonnant, mais respectait énormément les prêtres qui venaient les voir, quoi. Il y avait quand même une bonne entente entre les groupes à l'époque. Magnifique. Lorsqu'on interroge les missionnaires belges sur leurs souvenirs au Congo, ben, c'était l'accueil chaleureux qui revenait le plus souvent, quoi. Dès les heures qui suivaient, ils étaient reçus, etc. Mais dans les points positifs, il y avait parfois un aspect intéressé, c'est-à-dire que certains, voilà, ils voyaient dans le missionnaire une source d'argent, une source de profit, donc ils cherchaient à faire patte de velours. Donc il y avait aussi des soucis comme ça qu'on rencontre dans toutes les terres de mission, en fait. Mais comme là, il y avait en plus une mission civilisatrice, ben, c'était un peu plus fort au Congo. Ok. Donc ouais, donc il y a eu aussi rapidement des martyrs. Il y en a un qui est assez connu, hein, donc j'ai justement la fiche Wikipédia devant les yeux, c'est un certain Isidore Bankaja. Donc un martyr, c'est pas un martyr missionnaire, ça c'est évangélisé plutôt. Donc là il est mort en 1909. Oui, il arborait ostensiblement son scapulaire. Hein. Donc c'était un chrétien militant, mais malheureusement, comme partout, il pouvait y avoir des patrons, des gens de pouvoir qui ne supportaient pas la religion, et c'était malheureusement son cas. Et son patron a exigé de lui, comme il avait toujours son scapulaire, que ça énervait le patron, il lui a infligé plus de 100 coups de fouet. Et c'est ce qui a amené son martyr, quoi. Voilà, un exploitant qui s'appelait Van Cotter, donc je sais pas s'il était franc-maçon ou pas, pour haïr à ce point-là les chrétiens et remettre 100 coups de fouet. Mais bon, voilà, c'est une grosse histoire, hein. Vous pouvez voir la fiche Wikipédia. Alors, le patron a quand même été condamné à 2 ans de prison après. Même si c'est assez peu, c'est très peu. Il a quand même été condamné. Oui. Je tiens quand même à préciser un dernier petit point, c'est qu'il n'y a pas eu que des Belges quand même au Congo. Le roi a autorisé une autre congrégation française qui était dirigée par le père Léon Dehon, mais qui est descendant d'une famille du Hainaut, donc on peut le considérer quand même comme un Belge, qui a été le fondateur de la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur, qu'on appelle aussi les Dehoniens. Voilà, ils ont aussi pu avoir l'autorisation d'aller évangéliser au Congo. Puis ils avaient aussi le Congo français juste à côté. Oui, tout à fait, oui, de fait, donc il y avait quand même du contact. Ouais. Très bien. L'un des plus gros points positifs, c'était évidemment l'évangélisation, hein, qui s'est assez correctement déroulée. Hein. Voilà. Et contrairement à la France, le pouvoir politique a accompagné le travail des missionnaires. Là. Même si ce n'était pas parfait non plus, il y a quand même eu une coopération à la fois avec le pouvoir politique. Ça, et c'est ce qui a fait que le Congo a été beaucoup plus évangélisé que ses voisins. Qu'est-ce que tu veux dire par coopération politique ? Par exemple, si tu prends le cas de la France, la République a cherché à entraver le travail des missionnaires. De multiples reprises, on peut constater qu'il cherchait à mettre en place... Fatalement. Je ne vais pas parler plus que moi, parce qu'il a un peu plus étudié ce sujet, notamment l'influence des Saint-Simoniens, qui cherchait à mettre en place une espèce d'utopie sociale en Algérie, notamment. Ouais. Et donc, ça entravait le travail des missionnaires. Tandis qu'il y avait beaucoup moins ça au Congo. Même s'il y avait des libéraux qui essayaient d'agir un peu de leur côté, ils ont très peu réussi à s'implanter au Congo à l'époque.
Ah oui, aussi le Congo jouera un rôle important, mais ça on le verra par la suite. C'est que c'est du Congo belge que sera extrait l'uranium qui servira au bombardement atomique de Hiroshima et Nagasaki en fait. Il y a de chez nous l'uranium. Ouais, ça c'est pas le meilleur aspect parce que malheureusement, en plus, Oui, voilà. Hiroshima et Nagasaki, bah, c'était les villes les Mais plus catholiques. symbolique, C'est ça, c'est vrai. Mais c'était les villes les plus catholiques au Japon. Et je soutiens pas le bombardement atomique. Oui, je sais bien. Ouais, non, mais bon. Je tenais à le rappeler en fait. Je tenais à le rappeler. Et donc là, on en arrive enfin au sujet que je voulais aborder, c'est-à-dire la première guerre scolaire. C'est toute une crise qui a eu lieu entre 1879 et 1884, qui justement, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, c'est la guerre des libéraux contre les catholiques sur la question de l'enseignement, et qui a explosé à cette époque-là. En fait, ce qui se passait, c'est que comme l'Église fournissait l'enseignement à la plupart des villages, l'État devait subventionner l'Église. Et ça déplaisait évidemment aux libéraux. On devait les rendre fous. Ouais. Et notamment Theodor Verhagen, donc celui qui a créé l'université, qui a participé à la création de l'université libre de Bruxelles, et le gouvernement de Frère Orban, qui était un gouvernement libéral, avait voulu créer 10 Athénées royaux et 50 écoles moyennes pour garçons financées directement par l'État pour concurrencer l'enseignement catholique en fait. C'est là que, là encore une fois, on voit que même entre le libéralisme et l'anticatholicisme, c'est l'anticatholicisme qui domine, puisque en tant que libéraux, ils devraient rejeter l'interventionnisme de l'État. Bah oui, comme par hasard. Alors là, on les voit interventionnistes. Soudainement, c'est ça. C'est ça. Alors, une petite question. Les écoles qu'on appelle Athénées, ça vient de Athée en fait? Non, ça vient de l'Athènes. Ah, ok. Moi, directement, j'ai l'esprit. Je pense à ça, tu vois. D'accord. Mais bon, ok. Ça vient, oui, de l'Athénéum, top de la dièse Athéna. Ah, mais ça faisait des années que je me posais la question. Mais bon, j'ai jamais regardé, j'ai jamais vérifié. En plus, c'est un belgicisme, mais c'est Athénée. Les Français disent pas Athénée. Bah oui, c'est pour ça, hein. On dit des Athénées, des écoles. Ouais, donc des écoles libérales, en fait. Oui, ouais, au cas où, voilà, il y a des Français qui nous écoutent. Athénée, ça veut dire école secondaire, quoi. Ouais. Et donc, oui, les libéraux cherchent à mettre en place, avec l'aide des premières féministes aussi, un réseau d'enseignement secondaire laïque pour filles. Génial. Ah ouais, et la mixité arrive. La mixité va arriver aussi. Hein. Et ça, à cette époque-là. Hein. Ouais. Donc, il y a eu toute une série de compromis, etc., qui a duré pendant un certain temps. Mais la guerre, elle va véritablement éclater, comme je l'ai dit, en 1879. Là, la nouvelle équipe gouvernementale, dont les membres appartiennent tous à la franc-maçonnerie, et qui est dirigée par le cabinet libéral Frère Orban van Humbeek, et c'est le ministre de l'instruction publique Van Humbeek, donc, qui va déposer un projet de loi pour réformer l'enseignement et réduire drastiquement le rôle de la religion catholique. Le projet est voté, puisque forcément tout le cabinet était franc-maçon et ils avaient la majorité aussi dans la Chambre. Ouais, c'est plus facile. Hein. Oui, voilà. Et désormais, si chaque commune doit organiser au moins une école primaire laïque et neutre, elle ne doit cependant plus dispenser de cours de religion, mais bien un cours de morale laïque. L'exception ne peut être faite que si les paroles le demandent expressément. Donc il faut demander explicitement, nous voulons un cours de religion, nous ne voulons pas avoir un cours de morale laïque pour avoir accès au cours de religion. Les collectivités locales, donc les provinces et les communes, ne pouvaient plus financer et subsidier les écoles du réseau catholique. Quoi. Enfin, les écoles, elles devaient se compter que sur elles-mêmes. Et ça, évidemment, l'épiscopat, là, ils ont eu le courage de réagir vigoureusement. Ils ont dénoncé un attentat contre la foi et les mœurs, c'était les termes employés. Et ils appelaient ça aussi une loi de malheur. Donc, véritablement, c'était la guerre. C'était la guerre, ouais. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la guerre scolaire. Au début, donc les catholiques sont invités par les autorités religieuses à s'y opposer. Une pétition contre la loi recueille 317 000 signatures, mais la loi passe. Alors on voit encore l'efficacité des pétitions, hein, déjà à l'époque. Un petit tacle, bien joué. Ah bah oui. Parallèlement à cela, oui, voilà, l'épiscopat belge met en œuvre une série de sanctions spirituelles à l'égard des parents et acteurs scolaires. Et on refuse les sacrements aux instituteurs des écoles officielles. Il y a des parents qui envoient leurs enfants. Donc c'est chaud. Hein. La sanction porte aussi sur les élèves et aux parents d'élèves des écoles normales officielles. Selon l'épiscopat, l'école neutre, qualifiée d'anti-religieuse, évidemment, précipite le courant socialiste qui s'annonce à engloutir l'ordre et la propriété. Donc on voit bien que c'était absolument pas de la morale, et donc forcément, oui. Parce que lorsqu'on exclut Dieu de l'enseignement, voilà quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre à part des athées? Oui. C'est ça qu'ils le font. Ouais. C'est pas innocent. Ils sont logiques avec eux-mêmes. C'est nous qui sommes pas logiques en acceptant ça. Oui. Mais ça va quand même avoir un résultat positif, puisque 2000 instituteurs sur 9000 démissionneront. Hein. Ils refuseront de soutenir ça, ils seront avec les catholiques. Donc honneur à eux, pour l'époque.
Et aussi une réaction de défense, le développement des écoles libres, parce qu'on voyait bien qu'on était directement menacé, donc on développait ça. Au bout d'un an, 1986 communes sont dotées d'écoles libres. Et en 1881, le nombre des écoles primaires libres s'élève à 3835. Et là aussi, fait symbolique important, en 1880, l'Église catholique a refusé de participer officiellement aux fêtes du cinquantenaire de l'indépendance. Donc, la fête nationale, elle n'a pas été fêtée cette année-là, pour montrer qu'il y avait véritablement une rupture totale. Très bien. Et donc Frère Orban essaye d'obtenir un accord avec Léon XIII. En fait, les libéraux cherchaient à obtenir un concordat, ils essayaient de ruser, ils essayaient de passer par le pape directement, comme il avait la réputation d'être libéral. Ils se sont dit qu'il y avait peut-être un coup à jouer, mais ils ne l'ont pas eu. Le pape a accepté de conseiller la prudence, la modération aux évêques, mais il a refusé de les condamner. Donc voilà, Frère Orban n'a pas réussi à obtenir l'appui du Saint-Père. Et bon, après, voilà, quoi, ça allait encore avoir des discussions, là, je reviens pas trop là-dessus, et au bout d'un moment, ils ont dû plier. Les formations, on précise. Oui, voilà, oui. Parce que, aussi, il y avait aussi un souci financier, c'est qu'il fallait financer toutes ces écoles publiques, et forcément, ça, ils n'étaient pas préparés. Une levée d'impôts supplémentaires qui a rendu le gouvernement impopulaire, et les catholiques remportent alors les élections du 11 juillet 1884, et forme un nouveau gouvernement homogène composé de catholiques. La loi de Malheur est abrogée par le gouvernement Malou-Jacobs qui réunit les chambres en session extraordinaire. Donc voilà. Les libéraux manifestent, ils cherchent à manifester. Les bourgmestres tentent d'obtenir du roi qu'il refuse de ratifier, mais ils n'ont pas réussi. Et donc là, il y aura la loi Jacobs qui va remplacer donc la loi précédente. Elle dépossède l'État de son monopole sur l'enseignement et facilite le développement du réseau libre. Les communes peuvent désormais avoir une école officielle ou libre adoptée. Un cours de religion peut y être dispensé à la demande des parents. Des instituteurs issus des écoles normales peuvent enseigner dans le réseau officiel. Et donc, dès la première année d'application de la loi, 931 écoles disparaissent. Donc les écoles normales athées disparaissent. Normales athées, ouais. Dieu gracias. Non. Malheureusement, dans les provinces de Liège et du Hainaut, là, ça va pas trop bien marcher. Hein. Il y aura très peu d'écoles libres qui vont être adoptées et les écoles communales ne dispensent pas de cours de religion. Parce que là, il n'y avait pas suffisamment de réseau. Donc voilà, là, on peut aussi... donc là, j'ai à peu près fini avec la loi, la guerre scolaire. Bon. Avant d'aborder la Première Guerre mondiale, même si on ne l'abordera pas aujourd'hui, j'aimerais vite revenir sur la guerre franco-prussienne de 1870. Hein. C'est raté. Oui, bah oui. Ouais, je me dis, on a passé un épisode là. J'y reviens. Là. C'est ça. On va vite t'en parler brièvement. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Ça va alors. C'était juste que on allait être affecté en fait parce qu'on craignait une invasion. Chacun des belligérants en fait. On craignait aussi bien que les Français passent par nous que les Allemands pour attaquer le pays adverse quoi. On craignait déjà d'être le champ de bataille. Et donc ça allait entraîner un développement considérable de l'armée. Là, la Belgique allait prendre conscience à ce moment-là que c'est pas parce qu'on se prétend neutre que les voisins vont forcément respecter ta neutralité et donc il faut quand même s'armer. Les réserves d'or de la Banque nationale furent transférées dans la forteresse d'Anvers avant même que la nouvelle soit publique et que l'armée soit mobilisée. Donc, parce qu'on craignait d'être pris de court en fait. Bien que des batailles importantes eurent lieu à proximité, notamment la bataille de Sedan, la Belgique ne fut jamais attaquée. Mais il y a eu un petit contingent français qui est passé par la Belgique, en retraite, mais bon voilà quoi. Ça n'a pas affecté notre neutralité. Il y aura notamment le Réduit national d'Anvers, les positions fortifiées de Liège et de Namur. On va construire toute une série de forts à cette époque-là. Je situe. Et donc voilà, voilà, là, on arrive à la Première Guerre mondiale. Et voilà. Eh ben on y est arrivé, mais on va pas en parler. Hein. On va pas en parler maintenant, ce sera pour la prochaine. Voilà, parce que j'imagine qu'il y aura beaucoup de choses à dire aussi. Hein. Allez, Théodon, je vais te laisser. Très bonne soirée à toi. Hein. Donc une autre prière. Hein. Très bientôt. Hein. Salut.